Sébastien Chenu nous a rejoint, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir. J'imagine que vous avez une pensée pour les victimes. Bien sûr, d'abord pour les victimes, pour les familles des victimes, de ces 2 employés de Pôle emploi, de ces 2 agents de Pôle emploi qui sont décédés. Une pensée également pour une seule conseillère de Pôle emploi et une DRH d'une autre entreprise. Voilà. Une pensée également pour leurs collègues qui se trouvent évidemment, je l'imagine, dans une situation très traumatisante aujourd'hui. Alors on ne sait pas, et commenter un fait divers lorsqu'il vient d'avoir lieu est très difficile et je ne m'aventurerai évidemment pas dans ce type de commentaires. On voit bien 2 choses cependant dans notre société. Une société de plus en plus violente. Et on le voit bien, nous on a souvent dénoncé l'américanisation de la société. La violence fait partie de ces sociétés américaines, de cette société américaine qu'on voyait auparavant à la télévision, avec des gens armés. On voit qu'aujourd'hui, évidemment, on le subit. Et puis aujourd'hui, l'incroyable déprime qui touche beaucoup de nos compatriotes. Et demain, les agents des services publics de l'emploi, comme les agents d'autres services publics ou des agents d'ailleurs des professionnels de plus largement, vont être face à des Français gravement déprimés, peut-être parfois en situation de déséquilibre. On a devant nous des jours difficiles entre la violence de la société, une société déprimée. Oui, nous avons devant nous des jours difficiles. Oui, la question de la santé mentale, elle est éminemment importante dans notre pays, mais on fait semblant de la découvrir. Le corollaire de la violence, le corollaire des addictions a comme aboutissement bien souvent des problématiques de santé mentale dans un pays. Aujourd'hui, le nombre de psys, par exemple, en France est extrêmement faible. L'investissement dans la santé mentale, parce qu'elle n'est pas reconnue comme noble, est extrêmement faible. Moi, j'ai visité en tant que parlementaire la prison de l'Île-les-Quins. Je vais d'abord rendre hommage au personnel pénitentiaire, il faut le dire aussi. Effectivement, on a découvert, j'ai rencontré, j'ai vu des détenus qui n'avaient pas leur place ici. En réalité, ils sont en prison. Ils occupent d'ailleurs des places dont on aurait besoin pour des détenus qui, eux, sont dehors. Ils occupent des places alors que le personnel pénitentiaire ne sait pas faire, n'est pas qualifié pour ça, et ce n'est pas la réponse d'ailleurs. La prison n'est même pas la réponse à ce type d'individu. Donc la question de la santé mentale, on ne l'anticipe pas, on est en train de la redécouvrir pour la 1001e fois, alors que de nombreux professionnels ont attiré notre attention depuis des années. Je regrette qu'il n'y ait rien eu d'ailleurs dans le Ségur de la santé, sur la santé mentale. Les infirmiers psychiatriques, les psys sont souvent dans la rue depuis de très nombreuses années. C'est en train de nous arriver en plein visage, et il va falloir évidemment prendre des dispositions à l'avenir pour donner des moyens à la question de la santé mentale, pas uniquement de la santé publique, mais de la santé mentale en particulier. On fait une petite pause. Sébastien Chenu, sur le constat d'abord. Oui, l'histoire de Yuri, elle a ému beaucoup de Français. Moi, elle a fait écho à l'histoire d'un jeune Édouard à Lille qui était venu protéger une jeune fille lors d'une soirée et s'est fait tomber dessus par une dizaine de racailles qui sortaient d'un bar à chicha qui l'ont massacré. C'était sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré ce jeune homme qui, dans la vie, est gendarme réserviste et qui était allé simplement secourir une jeune fille qui se faisait embêter. Cette violence, elle est importante dans notre pays. Je crois qu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, plus de 200 000 mineurs mis en cause les dernières années dans ces histoires de règlement de compte, de violence, etc. Et près de la moitié, 47% je crois, ont 16 à 17 ans. Donc on a un problème avec la violence des mineurs dans notre société. Comment on la sanctionne? Effectivement, vous avez parlé de l'armée, on peut l'imaginer. Moi je pense qu'il y a d'abord la problématique de la majorité pénale. Il faudra un jour se pencher sur cette majorité pénale, qu'il faudrait peut-être abaisser. En tous les cas, ça demande un débat. Moi, je suis favorable à ce qu'on ouvre ce débat. Et puis, la responsabilité des parents. Enfin, on ne peut pas non plus évacuer la responsabilité des parents. Quand on a un gamin mineur, on en est responsable. Il y a un effet dissuasif aussi à responsabiliser probablement les parents. Et puis, un dernier mot. Aujourd'hui, et vous verrez, c'est peut-être plus souriant dans cette histoire, tout le monde trouve que la vidéosurveillance a fait son œuvre. Ça veut dire qu'il est bien loin derrière nous le débat sur la vidéoprotection. Est-elle nécessaire? Est-elle utile? Et pourtant, il y a des municipalités qui n'en sont pas convaincues. Exactement, on est bien content de la voir. Et moi, je rappelle qu'effectivement, elle est nécessaire. Prise d'éducation, c'est le modèle intermédiaire entre la prison et la maison de redressement. J'ai pas peur de le dire. Les centres d'éducation. Non, pas seulement les centres éducatifs fermés. Il y a un certain nombre de centres d'insertion. Il y en a à Compiègne, dans l'Oise, où les enfants sont en uniforme. Vous parlez des EPID. Voilà, des EPID, exactement. Ils ont de beaux résultats, les EPID, mais ils se font, Karim, ils se font sur le volontariat, en revanche. Je pense que donc ça veut dire que ce sont des jeunes qui ont envie de s'en sortir qui rentrent là-dedans. Il faut plus de rigueur.
Il faut plus d'exigences. Moi, tu vas dire ça. Mais les centres éducatifs fermés, vous me parlez d'EPID. Parce que les EPID, c'est une belle formule pour des gens qui se cherchent un avenir. Là, bien entendu, quand on parle de gens qui sont des délinquants, les centres éducatifs fermés, ceux qui étaient avant les maisons de redressement, etc., il y a toute une palette de choses qui peuvent être imaginées. Évidemment, là, il y a besoin de choses beaucoup plus fermes qu'un EPID. Je donnais cet exemple-là aussi parce que à 15 ans, on peut ne pas être complètement encore un délinquant. On peut aussi trouver sa voie à un moment et se prendre en main et se responsabiliser à partir du moment où on est dans un environnement aussi familial qui vous le permet. Juste la loi, les familles ont déjà des obligations. La loi oblige les familles à assumer la santé, la salubrité, la moralité, la sécurité de leurs enfants. Faut-il qu'elles en soient capables? D'abord, nul n'est censé effectivement ignorer la loi. Les parents ne sont pas uniquement faits pour faire des gamins et ensuite s'en laver les mains. Ils ont des obligations éducatives. Ils pourraient même demain avoir d'autres types d'obligations. On pourrait réfléchir à la façon dont on pourrait responsabiliser. Et puis sanctionner, pénaliser les parents défaillants. Bien sûr, moi je pense que si des parents ne sont pas capables d'élever leurs gamins, les laissent à 10h du soir, l'exemple à 22h que citait Karim dehors, eh bien elles doivent à un moment être elles-mêmes responsabilisées, voire elles-mêmes sanctionnées. On ne fait pas des gamins pour les laisser à 22h du soir, à 22h le soir, faire n'importe quoi. Il y a un moment où la société est en droit d'exiger des choses à partir du moment où elle épaule ces familles. Souvent, ces familles, elles bénéficient d'aide sociale, elles bénéficient de logements sociaux. Pas toujours d'ailleurs, il y a aussi des familles qui sont insérées, qui n'ont pas de difficultés sociales, dont les gamins se comportent très mal. Et à partir du moment où on les aide, l'État et la société est en droit de leur demander d'assumer. Votre discours fait penser à l'idée de la suppression de certaines aides sociales. Suspension. Suspension, ce qui pouvait se concevoir, sauf qu'on s'est aperçu que ce phénomène serait pire. Parce que ça pénalise l'ensemble de la famille. C'est très peu mis en... Alors, enfin, juste un point. Je pense que la suspension, voire la suppression d'une allocation sociale, elle ne pourrait concerner que pour l'enfant qui est concerné, de façon à ne pas pénaliser l'ensemble de la famille. Enfin, on peut quand même être un peu imaginatif et ne pas simplement dire attention, ce sera pire que mieux. Je pense que c'est peut-être pas la seule solution. C'est un des leviers qu'il faut actionner. On ne l'a jamais tenté réellement dans notre pays. L'un des grands enjeux qu'on a devant nous, c'est la restauration de l'autorité dans notre société. L'autorité chez les forces de l'ordre, l'autorité dans le domaine éducatif. On n'éduque pas, on ne transmet pas les valeurs de la République sans autorité. C'est-à-dire en se faisant tutoyer, marcher dessus, cracher au visage. Donc l'appréhension de cette problématique de l'autorité, elle a été laissée de côté pendant très longtemps et on est en train de se dire que ça a quand même bien des vertus. Après, les sanctions, bien sûr qu'elles doivent être surtout immédiates et graduée. Immédiate parce que quand il y a 18 mois qui se passent, ça ne sert à rien. De toute façon, le mineur qui est délinquant, souvent, il est récidiviste aussi. C'est souvent une délinquance d'habitude. On est rarement délinquant comme ça, tombé dedans par le fruit du hasard. Donc il y a évidemment la prison, il y a les mesures et les sanctions éducatives, il y a les travaux d'intérêt généraux. On a toute une palette sur laquelle se déployer et on a aussi la responsabilisation des parents. Et je rejoins Karim Zeribi lorsqu'il dit qu'effectivement, lorsqu'on est très aidé par l'État, on a une vraie responsabilité. Quand on a beaucoup d'aide sociale, on a une responsabilité, mais aussi l'hommage à tous ces gens modestes qui élèvent très bien, très dignement, très correctement leurs gamins et qui ne posent jamais un problème. Voilà, le déterminisme, Karim disait, il n'est pas social, c'est ce que tu disais et tu as raison, mais il est culturel. Il est culturel dans le sens du rapport à la loi et à l'autorité. Et on y revient. Et donc par conséquent, on a laissé de côté tout ça. La culture de l'excuse a été quand même quelque chose qui a été très monté, valorisé pendant tant d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de se dire qu'une société qui se tient, elle doit avoir un cadre solide. Même lorsque certains, parfois, lorsqu'on est jeune, le franchissent un peu de temps en temps. Moi, je crois qu'il faut je pense qu'il faudrait parler de sanctions légitimes infligées par le maire. Bien sûr, mais Karim, qui ne soient pas contestées perpétuellement. Quand on voit que dans les débats à l'Assemblée nationale, on nous entraîne dans des débats qui sont de pondre des lois contre la fessée, contre les parents qui peuvent donner la fessée. Moi, je suis contre les violences, évidemment, parentales, et elles sont nombreuses, elles se développent. Mais enfin, faire des lois pour interdire la fessée, ça veut dire qu'on met dans la tête des gens que l'autorité parentale, elle n'est pas justifiée. Alors, la fessée, c'est une sanction. Je sais, Laurence, que pour certains, c'est parfois une récompense. Mais en tous les cas, la fessée doit demeurer une sanction. Ça veut dire l'autorité derrière doit être restaurée dans les familles. On doit permettre aux gens de tenir leurs gamins.
Oui, les violences, elles entrent, elles pénètrent dans les familles. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des violences familiales. Mais aujourd'hui, je pense que c'est à la rencontre de deux éléments. C'est-à-dire, le premier, c'est les réseaux sociaux qui permettent beaucoup de choses, qui permettent effectivement de voir des films, qui permettent de voir des scènes de violence très facilement, etc. Et parfois, pour des esprits faibles, de les reproduire. On sait très bien que tout va très vite. La starification aussi, devenir une star. Vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre de principes, et on peut le dire, de principes moraux. Aujourd'hui, le principe ou l'objectif pour certains, c'est je veux être star et donc marcher sur l'autre et donc gagner du fric et donc faire n'importe quoi pour cela. Et puis de l'autre côté, c'est la déconstruction d'un certain nombre de repères. On a parlé d'autorité, mais c'est pas ringard de parler de tout ça parce que je pense que c'est ce qui structure une société. Moi, je dis pas c'était mieux avant, c'était autrement avant et ce sera autrement après. Mais simplement, si on peut faire en sorte qu'une société se tienne debout, qu'on puisse faire en sorte qu'effectivement les équilibres soient ceux d'un certain nombre de repères moraux, on peut parler de repères moraux, et qu'ils ne soient pas sans arrêt entamés par une espèce d'élite qui vient vous dire que tout vaut tout dans cette société où tout est interchangeable, où que vous êtes petit, mais vous pensez que vous allez pouvoir devenir un géant demain par la taille, vous êtes mince et vous pensez que vous allez pouvoir casser la figure de tout le monde alors que vous n'avez pas de muscles. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout est interchangeable, on fait croire aux gens des choses qu'ils n'atteindront jamais et on les déstructure complètement. Il n'y a pas besoin de juge pour ça. Un excellent article du Times qui rappelle la dépression subie aujourd'hui par les enfants à cause du confinement. Et je pense que sur ça, pour les raisons qui étaient expliquées tout à l'heure, je pense que reconfiner les familles, les enfants, les sortir de l'école aura des conséquences très difficiles dans la société. Sébastien Chenu, troisième confinement envisagé. Que pense le Rassemblement national ? Alors, nous pensons toujours qu'on confine, on enferme les Français lorsque le reste a raté. Si le reste a raté, ça s'explique par un certain nombre de raisons. On ne va pas refaire tout le débat sur la nécessaire politique des tests, etc. Aujourd'hui, les vaccins n'arrivent plus. Moi, je suis député d'une circonscription dans laquelle les vaccins n'arrivent plus. Donc, on a ouvert des centres où on attend les bras ballants. Donc, il y a eu ce problème d'anticipation. Donc, moi, je dis attention sur un nouveau reconfinement. Et nous disons attention. Les difficultés dont on a parlé, qui sont celles de difficultés de violence, de dépression, les difficultés économiques, je ne suis pas sûr que les Français, demain, réussissent à les dépasser si on les reconfine. Et puis, attention, on nous avait dit aussi, moi je salue la résilience des Français, on nous avait dit des experts, des sachants, tous ces scientifiques qui entourent le président de la République et qui désormais gouvernent la France, nous avaient dit, c'est évident, on aura une explosion après Noël, une explosion au Nouvel An, etc. Les Français ont été disciplinés. Les Français font attention. Bien sûr qu'il y a des moments et des endroits où ça ne se passe pas bien et il faut sanctionner. Là aussi, quand il y a une rave party de 2500 dingues à Rennes, c'est eux qu'il faut sanctionner. Mais les Français n'ont pas envie de se retrouver malades. Ils sont respectueux des personnels hospitaliers. Ils n'ont pas envie d'encombrer les hôpitaux non plus. Donc attention à l'idée d'être dans la main d'un certain nombre d'experts médicaux qui se contredisent et ils ont le droit de se contredire. Mais le politique doit prendre ses responsabilités. Un nouveau confinement me semble être très dangereux.